Il y a bien longtemps, les terres de fer ont accueilli une civilisation ancienne et décadente qui s'est effondrée en abusant de la magie noire. Les héritiers de cette civilisation, les brisés, sont désormais proches de la nature. Depuis des générations, ils essayent de ne pas reproduire les erreurs de leurs ancêtres. Mais déjà bien avant l'arrivée des continentaux, certains héritiers ont recommencé à s'étendre, à se regrouper, à bâtir, à faire fondre le fer noir, à l'exploiter et à modeler la terre. Mais les hommes ne sont pas seuls sur les terres de fer. Les premiers-nés et les bêtes primordiales sont vénérés et craints. Ils protègent les ruines de l'ancienne civilisation, empêchant les hommes d'y accéder, afin que les anciens savoirs restent oubliés. Dans les bois comme dans la lande, on trouve aussi les horreurs, manifestations du troisième monde. Chaque fois que l'on abuse du pouvoir du fer noir et de la magie, les horreurs gagnent du terrain, en profitent pour enfoncer plus profondément leurs griffes dans la réalité. Depuis 3 générations déjà, les continentaux, venus d'au-delà de la mer des fous, ont fui leurs royaumes appauvris par la guerre avec les barbares skulds et ont commencé à venir s'installer sur les terres de fer. D'abord repoussés par les tribus des îles Barrières, ils s'installèrent sur la côte déchirée, puis prenant leur courage à deux mains, parvinrent à contourner les raideurs et à s'installer sur la côte est. Mais ce n'était pas la guerre seule qui fit fuir les continentaux. Si leur sol était si pauvre, leurs forêts mises à nu et leurs rivières taries, c'est aussi que durant les conflits qui ont précédé cette ère, ceux-ci abusèrent de magie noire, afin de soutenir leurs efforts belliqueux, et leur arrivée sur les terres de fer ne présage rien de bon. Les terres de fer abritent de riches filons de fer noir qui peut servir à fabriquer des outils, des armes indestructibles, mais qui manipulés par des maîtres des arts de la forge et de la sorcellerie, permettent aussi la création de runes, terrible magie noire qui a causé la chute des royaumes continentaux comme de l'ancien empire des terres de fer. Lorsque la nouvelle de terres riches en fer étoile a atteint le continent, certaines factions des moins fréquentables commencèrent à envoyer massivement leurs flottes pour explorer et conquérir la terre qu'on appelle désormais terre des bannis. Autre étrangeté de ce territoire, de grandes stèles de fer noir, couvertes de runes raffinées, s'élèvent dans les bosquets et entre les collines à l'abri des regards. Lorsqu'on s'en approche, une aura maléfique, froide et saisissante se fait ressentir. Malgré toutes ces menaces, la terre de fer reste un territoire attractif. De nombreuses terres sont encore vierges pour les fermiers qui arrivent en masse. On y croise des créatures tantôt merveilleuses, tantôt effroyables, et certains prétendent qu'au-delà du désert des brisés, des terres encore plus riches pourraient s'étendre et accueillir la foule des migrants du continent. Que l'on vénère le feu, le fer, la lumière et l'eau, ou encore les bêtes divines qui parcourent les sylves profondes ou les montagnes voilées, l'isolement renforce les superstitions, les légendes. Tous les possibles sont ouverts pour les peuples des terres de fer, et notre histoire commence dans les sylves profondes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans ce premier épisode de la saison 1 de la Terre des Bannis, enfin bref, cette sorte de prototype étrange, nous allons jouer ce que nous avons préparé dans l'épisode précédent qui était une session 0. Alors j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire avec notre petit Steinar. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez un peu plus de détails. Là on va le découvrir en jeu, ça devrait assez bien se faire. Je vous ai fait une sorte de résumé de l'univers qu'on a créé pendant la session 0 avec cette petite intro. Donc en gros on va jouer Steinar. Je pense que pour cette première saison on va pas faire un truc trop long, on va pas partir sur un truc trop ambitieux. Moi ce que j'ai envie de faire au travers des différentes saisons et des différents personnages qu'il pourrait y avoir dans la Terre des Bannis, c'est justement de découvrir cette Terre des Bannis avec vous en jouant, la construire petit à petit entre les épisodes et pendant les épisodes. Donc Steinar qui va être une sorte d'enfant sauvage, je pense va surtout servir à ce qu'on visite finalement les sylves profondes que j'ai imaginées avec les inspirations un peu de Symbaroum et de Princesse Mononoke, comme une forêt qui révèle à la fois des merveilles, des divinités, des légendes, de la magie, mais aussi un mal ancien, peut-être des horreurs, des créatures, etc. Et du coup, Steinar, on va pouvoir visiter la forêt à travers ses yeux. Ça va pas forcément être le personnage principal d'une saga épique, j'en sais rien, à vrai dire. Peut-être que finalement, on va vraiment s'attacher à lui et vouloir voir son aventure durer pendant très longtemps. Peut-être qu'il va mourir très très vite, on ne sait pas non plus. En gros, je vois un peu le truc comme un conte, vous voyez, où il y a le jeune adulte, voire l'enfant, qui quitte son village et qui entre en Wonderland, dans une sorte d'autre monde, quoi. Les sylves profondes, une fois qu'on s'enfonce de plusieurs lieux à l'intérieur, ça commence à devenir un endroit tout à fait inexploré, qui fait objet de légende, et si ça tombe,
Et donc c'est un peu le pays des merveilles, quoi. Il y a peut-être des trucs à découvrir, des leçons à retenir. Ça va permettre de faire du foreshadowing, un petit peu cette première saison. C'est-à-dire avoir potentiellement des menaces qui pourraient se terrer dans les sylves profondes et qui pourraient s'étendre à toutes les terres de fer si jamais on venait à jouer. Ensuite, je sais pas, un guerrier, un templier, un chevalier, un explorateur, un voleur, une chasseuse, une berserker, n'importe quoi, un autre personnage des terres de fer. Comme ça, on va pouvoir, en fait, jouer un peu, peut-être en faisant plusieurs petites saisons, explorer plusieurs thèmes, plusieurs régions, plusieurs cultures et tout, et ça peut être rigolo. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce premier épisode. Et donc, la première chose qu'on doit faire dans une partie de Ironthorn, c'est jurer un vœu qui va déclencher notre aventure. Alors du coup, pouf, j'ai fait une sorte d'overlay. Il n'est pas magnifique, hein. On va se débrouiller avec ça. Donc en dessous de ma tête, vous retrouverez les jets de dés. Ici, ma feuille de personnage. Donc entre-temps, depuis la partie dernière, j'ai pu réfléchir un petit peu, un peu plus à ce que je voulais faire. J'ai rajouté des détails dans l'univers, par exemple le fer noir, fer étoile, etc. Et j'ai pas fait mes liens. On va faire ça très rapidement. Alors première chose, du coup comme j'ai envie que ce soit pas une immense campagne, etc. Je vais pas prendre 2 vœux, je vais prendre plutôt un seul vœu qui va être vraiment le guide de ma campagne. Vraiment, je sais pas si je vais jurer beaucoup de vœux en fait finalement, parce que dans cette forêt je sais pas si je vais rencontrer beaucoup de créatures, etc. Je pense que ça va être... Mon personnage, je le vois vraiment comme un personnage très sauvage finalement, une sorte d'enfant animal quoi. Je sais pas s'il va tisser beaucoup de relations et tout, on va voir. Mais du coup, je me suis dit retrouver Irzia et m'assurer qu'elle va bien pour cette première petite campagne. On va en faire un défi extrême. Ça me semble pas mal. On va voir ce qui se passe. On va se rajouter des petits bonds. Donc des bonds, c'est des liens. Et ça va pouvoir nous aider dans notre aventure. Alors, petit aparté règles. On va faire des petites apartés règles comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle mécanique qui apparaît. Et on va parler des bonds, donc des liens. Donc les liens, qu'est-ce que ça nous permet de faire dans le jeu? En gros, plus on va tisser des liens, plus on a de chances que notre personnage il soit... on se souvienne de lui, finalement, quand on va faire le move épilogue à la fin de la partie, écrire l'épilogue de notre personnage, plus il aura tissé de liens avec des communautés, avec des gens, etc., plus il y a de chances qu'il entre, entre guillemets, dans la légende et que la fin de son histoire se passe bien. Alors que s'il a tissé très peu de liens, il va peut-être être oublié ou disparaître de la civilisation, on va plus entendre parler de lui. Mais en termes mécaniques, les liens, ça peut aussi nous aider au cours de la partie. C'est-à-dire que dans certaines actions, par exemple... Si j'essaie de retrouver un ami ou d'aider quelqu'un, etc., avec qui j'ai un lien, j'aurai un +1. C'est pour ça que là, je vais noter mes liens sur ma feuille. Irzia. Donc Irzia, pour moi, c'est une elfe herboriste mystérieuse qui s'est pointée à côté du village de Steinar, qui a commencé à aider les gens. Au début, les gens trouvaient ça bizarre, et puis finalement, comme elle s'avérait être utile, ils se sont pas posé trop de questions. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez muette, finalement, elle parle peut-être même pas la même langue, enfin, peut-être qu'elle a appris quelques mots, qu'une fois de temps en temps, elle va dire un mot, mais qu'en général, elle s'exprime surtout avec des signes. J'ai envie que les elfes aient un côté un peu alien, finalement. Et puis, dans les liens de notre petit Steinar, on va aussi avoir son petit chien. Son petit chien qu'on a appelé Norki. On va dire que c'est un chien courageux, curieux, au poil ras. Je l'imagine bien, genre un chien qui est pas très très beau, qui correspond finalement à Steinar, qui est une sorte de reflet de notre personnage, qui est un peu un chien qui se prenait des coups de pied, qui se faisait tout le temps virer du village, et Steinar c'est un peu pareil, c'est un enfant qui a grandi dans des conditions assez difficiles. Et donc voilà, ils se ressemblent un petit peu et ils sont amis. Donc voilà, ça c'était un peu pour les derniers réglages. Et donc on va tout de suite avancer dans nos liens, et donc mettre 2 coches. Maintenant, je vous propose qu'on commence un petit peu, tout simplement, la narration. Je ne vous cache pas que je suis un peu stressé, c'est un petit peu bizarre comme situation. Donc ce que j'imagine, moi, comme scène, c'est la caméra aérienne qui survole la forêt des sylves, avec la voix off qui vous fait le truc qu'on a vu juste avant. Genre en mode, dans les terres de fer, des choses incroyables vont se produire, le destin d'une nation va se jouer sur la vie d'un enfant. Un truc un peu épique comme ça, genre. Et la caméra... À un moment donné, elle commence à faire une sorte de cercle. On voit une vue panoramique, on voit les montagnes au loin, on voit la côte, une sorte de brume sur la mer et tout. Genre vraiment, on voit toutes les terres de fer. Et puis peu à peu, la caméra, elle plonge vers le village. Elle plonge vers le village de Steinar. Et donc le village de Steinar, qui je le rappelle, s'appelle Stormstone. Elle plonge comme ça, elle traverse les feuilles. On voit les feuilles qui bougent comme ça. Les effets spéciaux sont exceptionnels. Et ça arrive au-dessus comme ça, en une sorte de cloche, il y a une sorte de cloche lumineuse au-dessus du village de Stormstone. On voit la grosse roche de Stormstone qui donne son nom au village, un rocher qui
qui dépasse presque des arbres, de la cime des arbres, sur laquelle s'abat parfois la foudre. Et puis là, on voit un peu toutes ces huttes, finalement, parce que c'est un village forestier, Stormstone, qui se trouve pas à la frontière de la forêt, qui se trouve quand même on s'enfonce de quelques kilomètres dans la forêt. On est encore à l'orée du bois, il n'y a rien d'incroyablement surnaturel, etc. Même si les gens de l'extérieur pourraient avoir tendance à penser que dès lors qu'on passe l'orée du bois, c'est terrible. En fait, non. C'est plus on s'enfonce dans les cibles profondes, et plus il se passe des choses étranges. Là, on est dans un village de forestiers, un peu des sortes de chasseurs-cueilleurs. Alors, ils sont pas en pagne, etc. Ils se vêtissent, etc. Ils sont pas retournés complètement à la nature, mais ils sont quand même relativement primitifs. Ils n'ont pas beaucoup d'outils en fer, ils essaient de bien les entretenir, etc. Donc on voit un peu j'espère que vous arrivez à vous imaginer un petit peu ce village. Je dirais qu'il doit y avoir 5-6 familles, il doit y avoir une cinquantaine, un peu plus d'habitants. Et alors que la caméra continue d'approcher, on commence à entendre le ton qui monte, une voix forte. Je pense qu'il va s'agir du chef du village. Donc je vais utiliser les oracles pour trouver un nom. Alors, à parté, quand j'utilise les oracles, j'utilise les tables aléatoires. C'est aussi simple que ça. Donc pour les oracles, je vous montre rapidement si jamais vous jouiez sur Roll20. Vous iriez ici, et là vous aurez les oracles soit de l'extension d'Elve, soit les oracles d'Ironthorn. Donc là on est sur Ironthorn, je vais chercher un nom de Ironlander. Tac, et là vous voyez en bas, le chef s'appelle apparemment Nakura. Alors moi j'ai une mémoire des noms pourris. Donc on va tout de suite aller noter Nakura quelque part. Donc voilà, il y a Nakura qui est au milieu du village, il tient un corps frêle, celui de son enfant. Ses cheveux assez longs et pleins de feuilles tressées, etc. sont sur son enfant, le couvrent presque. Il sanglote, il a sûrement une sorte de rictus. Il essaye de retenir ses émotions, mais son visage, ses mimiques faciales le trahissent. Il est là, il fait « Pourquoi ? Où est passé cet elfe ? Où est passé Irzia ? Cette sotte pense qu'elle peut venir, un beau matin de printemps, ou faire croire qu'elle fait partie de notre tribu et puis repartir. La scélérate, où est-elle passée ?» Donc en gros, le chef du village est hyper énervé, sûrement qu'il revient tout juste de chez l'herboriste Irzia, et que son fils était malade, il avait de la toux, il vomissait, il pouvait plus rien avaler depuis plusieurs jours, il s'est dit « je vais aller voir l'herboriste elfe, elle va pouvoir s'en occuper ». Et en fait, celle-ci a disparu, elle n'a laissé aucune trace, et son fils va extrêmement mal. Donc là, il revient au village fou de rage. Il y a sa femme qui a essayé de le calmer. Il l'a sûrement repoussé. Ses autres enfants qui regardent leur père avec peur parce qu'il s'est jamais autant énervé, etc. Il est en train de perdre son fils. Il y a tout le reste du village qui regarde comme ça, les bras croisés. Peut-être qu'ils jettent un œil comme ça. Ils sont en mode « qu'est-ce qui va se passer ? Nakura est devenu fou. » Il y a des gens qui hochent de la tête quand il profère des menaces envers l'elfe parce que peut-être qu'il craignait un peu cet elfe depuis longtemps. Je pense que ces gens-là, en fait, n'ont jamais vu d'autres elfes que Irzia. C'est une sorte de truc un peu alien qui est arrivé à côté de leur village, qui leur a porté chance jusqu'à maintenant. Et le fait qu'elle disparaisse d'un seul coup, les elfes, c'est des enfoirés. Vous voyez le genre de réaction que ça peut produire. D'ailleurs, j'en profite, on pourrait un peu imaginer Irzia. Irzia, je l'imagine très bien comme, pas comme une elfe à la Tolkien, mais j'imagine plus, genre, les cheveux ont l'air de sorte de plantes grimpantes, vous savez, un peu comme du lierre avec des feuilles, peut-être des yeux d'une couleur étrange, avec la pupille qui s'avère être blanche, et le blanc des yeux qui s'avère d'être d'une autre couleur, des sortes de marques au niveau des yeux, comme des tatouages, mais de naissance, un peu genre, vraiment des elfes un peu, avec un côté un peu spirituel, un peu comme des dryades. Moi j'imagine bien les elfes comme ça, mais quoi qu'il en soit, elle a disparu. Et je pense que Steinar, lui, il observe la scène aussi de loin. Donc Steinar, je rappelle, il a vécu en marge du village, en fait, depuis toujours. Et du coup, il apprend en même temps que tout le monde que Irzia a disparu. Et il s'assombrit. Steinar, c'est un garçon, c'est un adolescent. Il a genre pas une couronne, mais genre un petit bandeau de cuir qui essaie de maintenir ses cheveux complètement sauvages. Il est vêtu des mêmes vêtements quasiment tout le temps. Il se lave très peu, il sent pas très bon. Il sent le chien, il est toujours avec son chien. C'est vraiment le gueux total. Genre vraiment un enfant crade. Et il entretenait une sorte de relation un peu étrange avec Irzia parce qu'Irzia a quelque chose de magique un peu en elle et Steinar, je vous le rappelle, a une sorte de don de médium qui est l'une des raisons majeures qui a fait qu'il s'est retrouvé rejeté par son village. Mécaniquement, mon don de médium, qu'est-ce que ça me permet de faire ? Mon don de médium, Sighted, me permet, lorsque j'essaye de trouver des informations ou d'éviter un danger de nature mystique, d'avoir des bonus. Moi, ce que j'avais imaginé pour Steinar, c'est aussi qu'en fait, plus jeune, quand il était plus jeune, peut-être que son pouvoir c'était pas vraiment stabilisé, et que
Un peu comme les enfants ont dit, leur cerveau il bouge jusqu'en grandissant, notre cerveau il arrête de bouger. Là. On va pas partir sur les théories de neurologie, mais en gros au départ, il y avait un peu aussi la capacité de ressentir les émotions des gens, de lire presque dans leurs pensées quand il était tout petit. Et c'est ça qui l'a fait rejeter du village parce qu'il était trop bizarre. Aujourd'hui, il a plus de tel pouvoir. Il a toujours cette sorte d'affinité, de lien avec le mystique, et c'est ça qui, je pense, va le pousser de plus en plus à s'enfoncer dans les sylves profondes. Et donc il observe la scène, il apprend que Yrza a disparu, et je pense il a le visage fermé, il n'entend plus rien. Sa vue est obstruée par les images de Yrza, de ses souvenirs qu'il a avec elle, parce qu'il a une sorte de lien fort avec elle, même s'ils se parlaient pas vraiment. Ils s'attiraient un peu l'un l'autre. Elle était un peu comme une mère pour lui, et elle lui a appris beaucoup de choses sur l'herboristerie. Surtout du fait que ses parents aient disparu, les parents de Steinar. C'était pour lui en fait un des seuls liens qu'il avait avec quelqu'un du village. Tous les autres le regardent un peu de haut. Ni une ni deux, Steinar, il reprend ses esprits, il fronce les sourcils, il a le regard déterminé, il fait demi-tour, il s'éloigne du village, il contourne le village pour essayer, il veut croiser personne, il veut que personne le gêne, et je pense qu'il se dirige vers la hutte de ses parents, enfin l'ancienne hutte de ses parents, parce que je vous rappelle, son père est décédé, et sa mère a refusé de respecter la tradition du village qui fait que quand l'un des deux conjoints meurt, l'autre doit faire un très long deuil, et c'est ses enfants qui vont s'occuper de lui. Et vu que leur seul enfant, il l'avait rejeté, ils n'avaient pas d'enfant, donc bref, situation familiale complexe. Du coup, Steinar, il se dirige vers la hutte abandonnée de sa famille, il va essayer de fouiller un petit peu à l'intérieur. Et donc, on va faire notre premier move. Remarquez que là, j'ai pas encore juré le vœu, c'est parce que j'ai envie de mettre ça un peu en scène, on va le faire après. Même si je l'ai noté sur ma feuille, j'ai pas encore juré le vœu. Donc hop, on va faire notre tout premier move, et donc vous allez voir un peu comment ça marche. Notre premier move, ça va être Gather Information. Donc pour la plupart des moves, quand je fais un move, je jette un D6, c'est mon dé d'action, 2 D10, c'est mes dés de défi. Il faut que mon D6 soit supérieur au dé de défi. S'il est inférieur aux 2 dés de défi, échec. S'il est supérieur, strictement supérieur, à un dé de défi, coup faible. Et s'il est supérieur aux 2 dés de défi, coup fort. Le mieux, pour moi, pour mon personnage, étant d'obtenir un coup fort. En sachant que si j'ai des bonus, genre de compétences, de machin truc, il s'ajoute à mon D6 et il m'aide à dépasser mes dés de défi. Donc là, on va faire Gather Information comme move. Donc vous voyez ici, sur Roll20, c'est très bien fait. Vous avez tous les moves. Quand vous cherchez dans une zone, posez des questions, conduisez une investigation, ou suivez une piste, faites un jet d'astuce. Si vous agissez dans une communauté, posez des questions à des personnes avec lesquelles vous avez un lien, vous gagnez +1. Sur un coup fort, vous découvrez quelque chose qui vous aide, de spécifique, vraiment quelque chose qui nous aide vraiment. La voie que vous devez suivre, ou la prochaine action que vous devez faire se révèle à vous, et vous gagnez 2 d'élan, une ressource qui va me permettre de contourner des difficultés au fur et à mesure de la partie. Et là, ils me disent, soit vous trouvez une réponse, soit vous demandez aux oracles si vous n'avez pas d'inspiration sur l'indice que vous trouvez. Sur un coup faible, l'information vient compliquer votre quête, donc ça vous permet d'avancer, on gagne quand même une information, mais ça complique notre quête, ça introduit un nouveau danger. Donc ça peut être un danger, ça va pas vraiment forcément être un danger direct, mais c'est une menace future, quelque chose comme ça, et on gagne 1 d'élan. Et sur un échec, les investigations sont infructueuses et il y a une menace directe qui se révèle à nous, ou une vérité vraiment désagréable qui va avoir lieu. Et donc là, on utiliserait le mouvement Pay the Price. Donc là, on va Gather Information. À chaque fois qu'on fera un nouveau move, je vous l'expliquerai, ce qui va rendre le truc peut-être un petit peu fastidieux au début, mais au moins, au fur et à mesure, vous allez comprendre la mécanique et ensuite on va gagner à fond en fluidité. Et puis si vous voulez jouer, ce sera plus simple pour vous. Ok, donc Gather Information, je le fais avec Wits, Submit. Donc j'imagine bien que j'ai laissé mon chien à l'entrée d'ailleurs, que j'entre tout seul dans la hutte de mes parents, genre j'écarte les pots, puis je découvre la hutte un peu sans dessus-dessous, très largement vidée, hein, sûrement que ma mère a emmené toutes les affaires. Et moi, je cherche quand même 2-3 trucs qui pourraient m'être utiles pour mon voyage. Vous voyez ici, typiquement, dans la narration, j'ai dit que je laissais mon chien à l'entrée, que je voulais pas qu'il m'aide à chercher. Et donc, du coup, je ne bénéficie pas du bonus de mon chien, mais si j'avais décrit que mon chien, en fait, reniflait partout dans la tente, j'aurais eu un bonus de +1 parce que c'est une capacité que me donne mon chien. Et en l'occurrence, c'est la fiction qui détermine comment fonctionnent les règles, et pas l'inverse. Donc là, je suis pas dans le min-maxage, etc.
on est dans la narration. Pour moi, le chien, il rentre pas dans la hutte. Il reste un peu dehors. Limite, il observe un peu son maître. Il observe un peu Steinar, un peu inquiet de le voir comme ça, fermé. Alors que d'habitude, ils ont tendance à jouer un petit peu ensemble. C'est de petits complices, c'est de petits rigolos. Donc là, vous voyez le résultat demandé en dessous de moi. C'est là qu'il faudra regarder. Strong hit. Donc là, je peux voir le détail un petit peu de ce que je viens de faire. Hein. C'est ça qui est pas mal. Là, c'est voilà, c'est les dés et la formule et tout. Et donc, je vois que j'ai obtenu un 8 et que mes 2 dés de défi étaient... Donc, les 2 dés 10 étaient de 4 et 1. Et donc, mon 8 est supérieur à 4 et 1. J'ai un strong hit. Et donc, excellente nouvelle, j'obtiens des informations qui vont vraiment m'aider. Je pense que c'est pas vraiment des informations que je vais trouver. Je vais même pas me donner de bonus et tout. Pour l'instant, moi, là, je suis un peu en mode, on fait une intro. Je pense que c'est dans l'attente de mes parents que je vais trouver les quelques provisions, les quelques objets qui vont me permettre de me débrouiller dans la forêt, parce que là je vais quitter mon village. Maintenant, Steinar est 100% sûr qu'il doit retrouver Yrsa. Il sent comme un appel de la forêt, comme si la disparition d'Yrsa lui révèle soudain que son destin avait toujours été en fait de s'enfoncer dans les sylves profondes. Il y a une force d'attraction. Donc il gagne 2 d'élan. Je pense qu'il trouve du coup cette pièce qu'il trouve... Alors ça, c'est peut-être des trucs qui sont pas très utilisés dans le village. Finalement, il y a peut-être pas de système monétaire, mais voilà, ses parents l'avaient gardé. C'était un de leurs petits trésors. Ils en avaient peut-être plusieurs et ils en ont laissé une. Peut-être que sa mère, dans la précipitation, l'a laissée en arrière. Donc une pièce peut-être de l'ancienne civilisation en fer. Et Steinar jure à voix basse qu'il va retrouver Yrsa, quoi qu'il en coûte. C'est sa seule amie et il va s'assurer qu'elle va bien. Et donc, on va faire le move jurer un vœu de fer. Déjà, je note que je dois retrouver Yrsa et m'assurer qu'elle va bien. Donc ça, on l'avait déjà fait. Et on va aller faire le move jurer un vœu de fer qui va finalement déclencher cette aventure. Swear an iron vow. When you swear upon iron to complete a quest. Quand vous jurez sur le fer que vous allez accomplir une quête, notez votre vœu, donc ça on l'a fait. Donnez à la quête un rang, on l'a fait, on a mis extrême. Faites un test avec cœur. Si vous faites ce vœu envers une personne ou une communauté avec qui vous avez un lien, vous avez +1. Sur un coup fort, c'est cool, tout s'éclaire. Vous savez exactement où vous devez aller. On peut demander à l'oracle si on n'a pas d'inspi. Moi j'ai déjà de l'inspi. Prenez +2 en momentum. On a weak hit, donc si je fais un coup faible. Donc on est déterminé, mais on se pose pas mal de questions. On sait pas trop ce qu'on va faire. On gagne 1 de momentum et on doit essayer, pareil, d'imaginer ce qu'on va faire. Et sur un miss, eh bien, à peine notre quête commence-t-elle qu'on rencontre un obstacle significatif. Et on va devoir choisir si on perd 2 d'élan, donc de momentum, ou alors si on abandonne notre vœu direct. Ce qui ne sera sûrement... ce qui est inacceptable. Donc, Art, on va faire notre test, Submit, et on a +1, parce qu'on a un lien avec Yrsa. Voilà. Franchement, pour l'instant, chance. Strong hit. Donc, Steinar jure sur le fer, seul dans sa tente. Il y a son chien peut-être qui passe un petit peu la tête par la tente, qui regarde son maître en disant et il fait « Je te retrouverai, Yrsa ». Il attache ses cheveux. Il prend un petit sac en toile qu'il attache et tout. Il prend son petit équipement. Il fouille. Peut-être qu'il trouve un silex qui coupe encore à peu près. Il se fabrique une petite dague avec. Est-ce que l'arc de son père a été laissé ? Est-ce que son père est enterré avec l'arc ? On connaît pas trop les traditions du village. On va dire que il y a quand même peu de chances que l'arc de son père soit toujours là parce qu'il est mort il y a un certain temps. Il y a 25% de chances qu'il y ait l'arc. Non, pas d'arc. Bon, il n'y a pas d'arc, mais c'est pas grave. Steinar est quand même déterminé. Il va voir son chien, il le caresse. Il fait « On part pour un voyage, Norki ». Il commence à s'éloigner du village à 2. J'ai oublié de me rajouter mon momentum. Ils s'éloignent du village à 2 et ils savent où ils doivent aller s'ils veulent retrouver Yrsa. C'est se rendre à la hutte de l'herboriste, chercher des traces. Alors que les disputes continuent autour du village, il y a peut-être un villageois qui voit Steinar et qui fait « Où est-ce que tu vas, gamin ?» Steinar, il se retourne pas, il est déterminé, il le regarde même pas. Il marche vers chez l'herboriste. Et le villageois qui fait « Elle a disparu! Ta copine elfe reviendra jamais !» Mais Steinar, monomaniaque. Il arrive chez l'herboriste. Donc là, j'imagine une sorte de clairière avec une sorte de petite hutte. Le feu de camp qui est devant la hutte de Yrsa est couvert de cendres, etc. a été éteint. Il n'y a même plus de fumée, ça doit faire peut-être déjà plusieurs jours qu'elle est partie. Donc c'est une hutte qui ressemble un peu à une sorte d'igloo mais fait de branches et de feuilles, avec des sortes aussi aux branches, sur les branches comme vous savez les petits colifichets vikings avec des petits objets un peu partout suspendus dans les branchages. Donc une sorte d'effet solennel, mais
puis il y a des petits bruits tout le temps, des petits cliquetis de tous ces objets qui s'entrechoquent dès qu'il y a un léger coup de vent. Il y a un côté quand même assez mystérieux. Et du coup, Steinar a un peu la gorge nouée quand il se rend compte que Irzia a disparu, mais rapidement, il reprend en détermination. Il regarde Norki et il fait « Vas-y Norki, cherche !» Et Norki, il se met à chercher dans les forêts. Gather information. J'ai le +1 de mon chien. Je fais n'importe quoi en essayant de vous montrer des trucs. Vous inquiétez pas, cette émission est réalisée par des professionnels. Allez, cherche! Hop! Et on met du coup +1. Strong hit, mais c'est pas possible que j'ai autant de chance. Vous allez croire que je triche. Bon, bah tout se passe bien, donc je gagne 2 de momentum, +1. Parce que mon chien il me donne +1 quand je réussis Gather Information alors qu'il m'aidait. Donc là, franchement, la quête de Steinar commence très très bien. En même temps, c'est assez cohérent dans le sens où on est encore à l'orée du bois, il connaît le coin, il a son chien, enfin genre, toutes les circonstances sont plutôt en sa faveur. Donc le chien trouve la piste de Irzia à son odeur. D'ailleurs, je pense que peut-être que comme c'est une elfe, elle a une sorte de tendance à pas laisser de traces, etc. Donc Steinar, au début, il se demande un peu ce que son chien a trouvé, mais l'odeur de l'elfe l'a trahi, même si elle laisse pas de traces dans le sol. En fait, les feuilles sont intactes, etc. On voit pas de mouvement. Steinar, au début, il se demande un peu ce qu'a vu son chien, et puis il regarde un peu sur les arbres et tout, il voit des symboles. Et là, peut-être qu'il trouve un petit symbole en forme de cerf de faucon, par exemple, en bois. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça pourrait donner une explication sur pourquoi Irzia est partie. Donc on va demander aux oracles, action. On va demander aux oracles, peut-être que Irzia, en fait, à chaque fois, elle fabrique un petit colis fiché pour avoir une petite bénédiction pour un truc qu'elle doit entreprendre. Et du coup, ici, une action charge, facturée, entre guillemets. Ou ça peut vouloir dire tout simplement charger. Ça m'inspire pas des masses. Je réfléchis. Charge, ça peut aussi vouloir dire confier une tâche. Peut-être que, même s'il connaît pas parfaitement toute la symbolique des elfes, etc., Steinar se dit que Irzia est partie sûrement parce qu'on lui a confié une mission, qu'on l'a appelée, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui l'a exigé. On va partir sur quelque chose comme ça, je vais le noter. Donc Steinar comprend que Irzia est partie en mission, quelque chose comme ça. Il se dit... Ça lui fait un peu chaud au cœur, en fait. Il se dit... C'est sûr qu'elle était pas partie de son plein gré, c'est pas qu'elle m'en veut, etc. Parce que comme c'est entre guillemets, sa seule amie, ou en tout cas c'est peut-être ce qu'il imagine, bah il est un peu en mode, il se dit, est-ce que c'est de ma faute si elle est partie, parce qu'il est assez puéril, il a vraiment vécu en dehors de la société. Et du coup, il est un peu rassuré, il se dit sûrement qu'elle a une mission hyper importante, et ça ravive sa curiosité. Puis en plus, en voyant un peu la piste que son chien a trouvée, ça renforce l'attraction mystique qu'il a pour la forêt. Donc il va commencer à progresser. Avancer, tout simplement, dans nos vœux. Et vous voyez, tac, extrême, ça fait 2 coches. En sachant que pour une case, il faut que j'ai 4 coches par case. Donc je vais avancer relativement lentement sur cette quête, qui va me permettre de retrouver Irzia. Donc là, on va utiliser un nouveau move, et donc je vais vous l'expliquer. Dans le jeu de base, on aurait utilisé Undertake a Journey, donc entreprendre un voyage. Alors que là, on va utiliser Delve the Depths. Blah. En gros, c'est un truc de l'extension Delve qui est fait un peu pour faire du dungeon crawling, etc. Mais qui en fait peut très bien s'appliquer à des voyages normaux et qui ajoute un petit peu de détails. Donc on peut utiliser Delve the Depths. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce move à chaque fois qu'on va vouloir avancer dans notre voyage. Mais quand on aura terminé notre voyage, on va utiliser Reach Your Destination comme Adventure Move. On fait une sorte de truc un peu bâtard, mais c'est une règle optionnelle qui existe. Quand vous traversez un territoire hasardeux, qui n'est pas familier, etc., choisissez la difficulté de votre voyage. Donc je pense que, pour le coup, la forêt, plus on avance, plus elle est impénétrable, mystérieuse, etc. Et donc en fait, je pense qu'on va subdiviser ce voyage, parce que je pense que ça n'a pas de sens que de... Déjà, je sais pas exactement où se trouve Irzia, donc je peux pas vraiment choisir un truc précis, parce que je sais pas jusqu'à où je vais devoir voyager pour la trouver. Donc je pense que je vais créer un premier voyage relativement simple, qui va représenter la traversée de la partie lumineuse des bois, pour commencer à s'enfoncer réellement dans les sylves profondes. Donc, on va se créer un voyage qui va s'appeler Atteindre la frontière des sylves. On va en faire un voyage pénible. Franchement, je pense que les habitants de Stormstone habitent vraiment genre pas très loin des sylves profondes, vraiment à la limite. Mais il y a quand même un petit voyage à faire avant d'entrer dans cette nouvelle partie de la forêt. Et donc maintenant, on va Delve the Depths.
Donc c'est un move Dare the Devs qui va nous permettre de voir comment on progresse dans notre voyage, en sachant que en fonction de la méthode qu'on va choisir pour progresser, on va pas avoir les mêmes opportunités. Si je décide d'aller très vite, genre d'être à marche forcée, voire de courir et tout, de courir dans la forêt tel Aragorn cherchant les hobbits, j'augmente mes chances de rencontrer des dangers, mais j'augmente mes chances aussi d'avancer vite dans mon voyage. Si je décide d'utiliser Shadow, donc l'ombre, c'est-à-dire qu'au contraire je suis très prudent, j'avance très doucement, limite en me cachant pour éviter tous les dangers, etc. Et du coup je vais avoir plus de mal à avancer vers ma destination. Si j'utilise Wit, donc mon astuce, mon expertise, c'est la méthode un peu intermédiaire, la plus équilibrée, qui me permet de trouver un équilibre entre ces deux choses. Moi j'imagine Steinar qui est plutôt pressé, qui se dit, vu que là ça lui a remis un peu du baume au cœur de trouver une piste, il se dit si ça tombe je peux la rattraper assez rapidement, elle a peut-être pas tant d'avance que ça. Et donc il va essayer d'aller vite. Je vais aller ici, Dare the Devs, blablabla. J'utilise donc Edge, qui est un peu ma vivacité, etc. pour faire ça, parce que là j'essaie d'aller vite. Summit, j'ai pas de bonus particulier avec mon personnage. Je suis en train de me dire que j'avais oublié un bonus tout à l'heure, mais bon, pour l'instant j'ai fait que des strong hits, donc on s'en fout. Donc là, tac, weak hit. Ah, les difficultés commencent à arriver. Si vous faites un weak hit, il faut lancer dans cette table aléatoire et regarder, en fonction de la stat qu'on a utilisée, regarder les conséquences. On a fait Edge, donc il faut que je lance un dessin. Je fais 91, marquer 2 progrès et révéler un danger. Il court. Donc là, j'imagine bien Steinar qui court, qui est ultra excité, genre son cœur bat la chamade. En plus, il connaît bien cet endroit-là de la forêt, il a tendance à pas mal s'y promener, donc il saute au-dessus des racines, il connaît tout et tout. On le voit bondir, un peu comme Tarzan, vous voyez, dans le dessin animé, on dirait que le mec, il est à l'acrobranche qu'il fait depuis qu'il est tout petit. Donc il est là, il avance méga vite, il y a son chien en dessous qui le regarde tout enthousiaste, il dit « Oh, mon maître est content, je suis content !» Ils avancent comme ça dans la forêt, et à un moment donné, il est tellement content, il regarde un petit peu la petite pièce sur laquelle il a juré, il fait « J'arrive, Yrza !» Et il trébuche, il fait une sorte de roulade. Il roule dans les feuilles, il soulève plein de feuilles, et un danger se révèle à lui. Donc, je vais sur ma version alternative de la table. Donc, le danger que je vois, c'est soit un truc environnemental, soit architectural. Donc, je pense que Steinar était tellement enthousiaste qu'il s'est pas rendu compte qu'il il s'est même pas rendu compte qu'il était jamais allé aussi loin dans la forêt. Et au fur et à mesure, il commence à de moins en moins reconnaître des trucs, et c'est ça qui le fait trébucher, parce qu'il commence à douter de l'endroit où il est. Il se ramasse, et il tombe, il fait une roulade et tout, il tombe au sol. Et je me demande bien ce qui pourrait lui arriver. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais que l'histoire n'a pas beaucoup avancé, mais on a dû expliquer les mécaniques et tout. Je vais essayer de faire plutôt des épisodes un peu courts. Ce que je vous propose, c'est en commentaire, si vous avez regardé jusqu'au bout, de me dire un peu ce que vous imaginez qui pourrait arriver à Steinar alors qu'il s'apprête à rentrer dans la forêt des Sylves. Donc c'est peut-être pas encore un truc trop dark, trop surnaturel, mais il y a un danger de l'environnement qui va lui tomber dessus. Peut-être, je sais pas, qu'il est arrivé dans des sables mouvants, ou que, en fait, il est pas vraiment tombé au sol, mais il roule et se retrouve suspendu à une ravine. Peut-être qu'il y avait un piège, je ne sais pas. Je vous propose de me donner des idées. C'est un truc que je vais essayer de faire un peu à chaque épisode. Et je dis pas que je vais faire exactement vos idées, mais comme ça peut me donner de l'inspiration, voir aussi un peu ce que vous aimeriez voir dans l'histoire. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce premier épisode de l'Actual Play vous a plu, que c'était pas trop mou, je sais pas quoi. Dites-moi tout, j'espère que ça vous donne envie de jouer à Ironthorn. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses sur la chaîne. Il y a des tables rondes, des conseils OMJ et tout, que j'espère être sympa. Je pense que vous allez bien aimer, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à télécharger nos guides, à rejoindre le Discord. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.